Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. On vous laisse juste 1 ou 2 minutes le temps que tout le monde se connecte avant de démarrer. Un petit rappel des bonnes pratiques, si vous pouvez pendant les interventions ne pas couper vos micros, mais je crois que ça c'est bon, c'est déjà bloqué. Et sinon, au niveau des questions, vous pouvez les poser directement dans le chat. On a plusieurs temps dédiés pour y répondre entre les différentes séquences et on les prendra au fil de l'eau. Voilà, donc en tout cas, bienvenue à tous à ce webinaire Réussir ensemble mon espace santé. Le webinaire va se dérouler en 4 temps, avec une première séquence pour faire un retour sur la feuille de route du numérique en santé, une deuxième séquence sur les services socles et les programmes au service des professionnels, la séquence 3 donc, qui sera dédiée à mon espace santé, et puis une dernière séquence pour vous présenter les possibilités d'intervenir et de participer à la phase de concertation. Donc ce tour de France de webinaire intitulé Réussir ensemble mon espace santé intervient dans le cadre de l'ouverture au 1er janvier 2022 de cette plateforme citoyenne nationale du numérique en santé. C'est vraiment un événement historique qui nous mobilise tous, professionnels, usagers, industriels. On compte sur vous évidemment et c'est tout l'objet de ces événements qui vont intervenir régulièrement pour pouvoir capter vraiment vos retours et vous faire participer plus largement. Et je laisse la parole à Elsa pour la séquence numéro 1. Alors, dans cette première séquence, on veut revenir sur toutes les actions qui ont été menées dans le cadre de la feuille de route du numérique en santé, toutes les actions qui finalement ont posé les bases pour la construction de mon espace santé. Mais je crois qu'avant de rentrer dans le détail de la présentation, on a un petit film à vous présenter qui relate l'histoire de la feuille de route du numérique en santé depuis 2019. C'est historique et les engagements pris sont sans précédent pour la transformation numérique de notre système de santé. Je l'ai déjà affirmé, je le redis, je renouvelle mon soutien à la feuille de route du numérique en santé, ainsi qu'à tous les acteurs qui collectivement œuvrent pour sa réussite. Alors, le numérique en santé, il n'est plus temps d'en parler, il est temps de le faire. Et nous ne faisons pas autre chose. Nous accompagnons son développement et nous renforçons la confiance dans ses usages. Bon, le point de départ de la feuille de route du numérique en santé, c'est un rapport que nous avons remis à la ministre avec Anne-Laure Khoury en septembre 2018, qui faisait un état des lieux de la e-santé en France et qui proposait une trajectoire. Le constat, il est sans appel, notre pays n'est pas au niveau. Les logiciels de santé ont fleuri partout dans les cabinets médicaux, à l'hôpital, mais sans référentiel commun, sans socle commun. Et le résultat, c'est que ces logiciels, ils parlent pas le même langage, ils savent pas communiquer entre eux de façon sécurisée. On dit qu'ils sont pas interopérables. Après, on a des professionnels de santé qui sont exaspérés par le manque d'ergonomie de leurs logiciels. Alors face à ce constat, la feuille de route, elle part d'une conviction profonde, qui est la nôtre. C'est qu'il n'y aura pas d'homme ou de femme providentiel, il n'y aura pas un logiciel miracle qui résoudra tous nos problèmes. La seule solution, c'est d'être enfin capable de s'engager collectivement, ensemble. On veut en France un numérique en santé qui soit humaniste. On veut que l'éthique, ça soit notre marque de fabrique. On veut un numérique en santé qui soit souverain parce qu'on n'a pas envie de finir chez les GAFA. Et puis surtout, on veut un numérique en santé citoyen, fait avec et pour les citoyens. Tous les citoyens français. Ensuite, il fallait partager une vision et pour nous, elle est claire. C'est l'État qui doit reprendre la main en faisant les référentiels et en les rendant opposables. C'est l'État qui doit construire les services socles numériques, les plateformes numériques nationales sur lesquelles tous les industriels et les startups doivent s'appuyer pour proposer des services numériques innovants et partager les données de santé. Il fallait surtout être au contact des gens, au plus proche du terrain, pour co-construire avec la totalité de l'écosystème. On a construit une charte d'engagement à cette feuille de route que la quasi-totalité des industriels de la e-santé en France ont signée. Et puis on a organisé aussi des sortes de célébrations de nos héros de terrain de la e-santé, comme les talents de la e-santé par exemple.
Alors bien sûr, évidemment, il y a encore beaucoup de travail et franchement, c'est pas facile tous les jours, vous l'imaginez. Mais vraiment, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la e-santé en France, ça avance comme jamais. Et ce qui est certain, c'est que c'est le résultat d'une dynamique collective. Notre doctrine commune, il s'est avéré que c'est celle de l'État-plateforme. L'État-plateforme, ça paraît être un gros mot de fonctionnaire un peu hors sol, mais en réalité, c'est très concret. C'est tout simplement s'inspirer du mode de gouvernance d'une ville pour urbaniser les systèmes d'information en santé. Dans une ville, les pouvoirs publics, ils font deux choses. Ils construisent des règles, le code de la route, le code de l'urbanisme, etc. Mais ils développent aussi les infrastructures de base qui permettent l'échange et le partage. Les routes, les ponts, le réseau d'égouts. En revanche, ils laissent l'écosystème, proche du terrain, notamment privé, faire les maisons individuelles. Et leur rôle, c'est de vérifier que ces maisons, elles respectent les règles, le code de l'urbanisme, et qu'elles se raccordent aux routes, aux réseaux d'égouts, etc. Et bien, dans le numérique en santé, c'est exactement la même chose. Nous, notre rôle, c'est de faire les règles qui prennent racine dans 3 grands piliers. Un pilier d'éthique, un pilier d'interopérabilité et un pilier de sécurité. C'est aussi de construire les infrastructures de base, les communs numériques. Et puis, on va s'assurer qu'émergent tout un tas de services numériques à valeur ajoutée métier et qui respectent les règles et qui se raccordent à nos communs numériques. Le numérique en santé est un enjeu majeur pour l'assurance maladie. Il y a plus de 20 ans, la carte vitale est entrée dans nos vies. Depuis, Amélie.fr, le compte Amélie, Amélie Pro sont des outils qui se sont progressivement imposés dans la vie quotidienne des assurés et des professionnels de santé. Aujourd'hui, nous voulons engager une nouvelle étape. Permettre aux assurés sociaux d'être davantage acteurs de leur santé, pour aider les professionnels de santé à communiquer entre eux et faciliter également la communication entre les professionnels et les assurés. Et puis bien sûr simplifier les conditions d'exercice, la vie quotidienne de ces professionnels. Et donc c'est cette feuille de route du numérique en santé qu'on veut partager. On a les mêmes objectifs, on a les mêmes ambitions, ils sont élevés et on va la déployer tout au long de cette année 2021 et 2022. Et puis la feuille de route du numérique en santé, c'est aussi un déploiement sur le terrain. Alors, le rôle des ARS, il est dans un sens de faire remonter auprès des acteurs nationaux les attentes, et puis dans l'autre sens, ça va être d'assurer le dernier kilomètre du déploiement de cette feuille de route. Une fois que ces fondations, ces outils socles auront été déployés, alors nous serons d'autant plus forts pour construire sur ces fondations des projets nouveaux, répondant à des initiatives locales et qui seront dès lors déployables. Cette feuille de route du numérique en santé, les territoires l'attendaient. Sa mise en place est aujourd'hui une condition indispensable au succès de nos projets de terrain. Alors, une fois qu'on a défini le pourquoi et le quoi, cette doctrine de l'État-plateforme, alors c'est quoi ? C'est une feuille de route avec 5 grandes orientations, 30 actions. C'est une doctrine technique du numérique en santé de 150 pages qui est la bible de tous les DSI et de tous les industriels, qui a été coécrite en interne avec tous les acteurs externes grâce à la plateforme Participer. Et puis, il faut aussi qu'on définisse le comment. Comment, d'une part, on s'organise pour passer d'un espèce de mouvement brownien à une ruche dans lequel chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et puis, il faut qu'on active tout un tas de leviers pour atteindre cet objectif commun. Donc, on a créé la délégation au numérique en santé, en faisant en sorte qu'elle ait une assise politique forte, en étant rattachée au ministre pour pouvoir vraiment jouer pleinement ce rôle de chef d'orchestre. On a transformé la ZIP Santé en agence du numérique en santé, avec une réorganisation. On a créé l'outil Convergence pour aligner les stratégies des acteurs nationaux et les stratégies des acteurs régionaux. On a co-construit surtout avec l'externe, via le Conseil du numérique en santé, qui est la grande messe du numérique en santé qui a lieu tous les 6 mois, via le Tour de France des régions, via les ateliers citoyens, etc. Et puis on a activé des leviers institutionnels classiques avec du coercitif via des textes réglementaires, législatifs et de l'incitatif avec des financements. Et puis des leviers un peu plus innovants avec par exemple la régulation par la donnée ou le choc de la transparence où on va indiquer tout simplement le meilleur établissement de santé qui alimente le plus de DMP.
En juillet 2020, Olivier Véran, notre ministre, dans le cadre des négociations Ségur, a décidé de consacrer 2 milliards d'euros pour le numérique en santé en France, dont 600 millions d'euros dans le secteur médico-social et 1,4 milliard dans le secteur sanitaire pour accélérer le partage sécurisé des données de santé. En parallèle, dans le cadre de France Relance et du plan d'investissement d'avenir, un marché clé a été consacré à la santé digitale pour soutenir la filière industrielle de la e-santé en France et pour stimuler l'innovation. Jamais dans toute l'histoire du numérique en santé en France, il y a eu un tel engagement de l'État. Jamais il y a eu une telle mobilisation collective. Alors, on va revenir très rapidement sur les éléments clés qui ont été soulignés par ce film. Comme vous l'avez compris, la feuille de route du numérique en santé, c'est une initiative historique qui remonte à avril 2019, lorsqu'elle a été annoncée officiellement par l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Cette feuille de route du numérique en santé, elle comporte 5 grandes orientations et 30 actions. Première orientation, renforcer la gouvernance du numérique en santé. Deuxième orientation, sécuriser les piliers de la e-santé, la sécurité, l'interopérabilité. Troisième orientation, accélérer le déploiement des services numériques, le socle, le dossier médical partagé, le DMP, les messageries sécurisées de santé, la e-prescription et les plateformes de coordination des parcours complexes. Quatrième orientation, déployer des plateformes, dont Mon Espace Santé, qui est la plateforme pour les citoyens. Et dernière orientation, stimuler l'innovation, favoriser l'engagement des acteurs sur le terrain. Cette feuille de route du numérique en santé repose sur un cadre de valeurs qui a été aussi évoqué dans le film, en faveur d'un numérique éthique, souverain, citoyen, et repose aussi sur une vision qui est la vision de l'État plateforme, l'État qui construit les référentiels, qui définit les règles, mais qui laisse les acteurs privés, les acteurs locaux proposer des services à valeur ajoutée pour les citoyens et pour les professionnels de santé et du médico-social. Alors cette feuille de route, vous la voyez souvent illustrée sous la forme d'une maison avec dans les sous-sols, on va dire, les référentiels socles, sécurité, interopérabilité, éthique. Au milieu, les services socles, les fondamentaux de la e-santé. Et au-dessus, les différents pans de la maison, les 3 plateformes numériques qui seront mises en place dans le cadre de la feuille de route. Un espace numérique pour les citoyens, qui devient Mon Espace Santé, un espace numérique pour les professionnels de santé, le bouquet de services professionnels, et une plateforme pour l'exploitation des données de santé, le Health Data Hub. Les premiers chantiers de la feuille de route ont consisté à renforcer la gouvernance du numérique en santé avec la création de la DNS, la délégation numérique en santé, portée par Dominique Pont et Laura Letourneau, la création d'une sorte de parlement de la e-santé qui s'appelle le Conseil du numérique en santé, dont le dernier a eu lieu il y a quelques jours de cela, et la transformation de notre agence, qui était anciennement la ZIP Santé, en agence du numérique en santé, avec l'arrivée d'une nouvelle directrice, Annie Prévost. Aujourd'hui, rejoignent d'ailleurs le conseil d'administration de l'ANS, les territoires, donc les régions, les ARS, les agences régionales de santé et les GRAD, les groupements d'appui au développement de la e-santé en région. La feuille de route du numérique en santé a été aussi déclinée dans un document plus technique, la doctrine technique du numérique en santé, donc le document sur lequel tout le monde va devoir désormais se baser pour construire des services numériques. Et la conformité à cette doctrine du numérique en santé peut être évaluée par chacun à travers d'un questionnaire qui s'appelle l'outil Convergence et qui a notamment permis d'aligner les outils régionaux avec la stratégie nationale décrite dans la doctrine technique du numérique en santé. L'éthique, vous l'avez compris, je pense, à travers les différentes interventions lors du film, c'est un point clé de la feuille de route pour un numérique qui soit accessible à tous, facile à utiliser, qui respecte les usagers et leurs décisions et qui soit aussi responsable sur le plan écologique. Cette dimension éthique, elle a été prise en compte à travers de plusieurs groupes de travail. Par exemple, un groupe de travail pour définir une grille permettant de valider le respect éthique des solutions numériques, un groupe de travail sur la façon de prendre en compte l'éthique by design dans toutes les réflexions autour de l'intelligence artificielle. Ça s'est aussi traduit par un rapport qui a étudié l'impact environnemental du numérique en santé et qui a été publié il y a quelques jours de cela.
La feuille de route du numérique en santé, elle a été très largement présentée, concertée auprès de l'ensemble des acteurs en France. Donc, on est notamment allé à la rencontre des 17 régions tout au long de l'année 2019-2020. Donc, c'était vraiment l'occasion de présenter la feuille de route, de répondre aux questions, mais aussi de débattre de son contenu. Donc, ce Tour de France de la e-santé s'est achevé en mars 2020 et ça a été aussi l'occasion, en parallèle de ce Tour de France de la e-santé, d'animer plusieurs ateliers, plutôt à destination du citoyen cette fois-ci. Donc, il y a eu des ateliers citoyens qui ont été montés, notamment pour réfléchir à ce que serait ce futur espace numérique de santé pour les citoyens. Donc, ce qui a été discuté dans ces ateliers citoyens ont servi aussi de base à la conception de Mon Espace Santé. Plus récemment, vient d'être créé un comité citoyen en juin 2021, associant des patients et des citoyens tirés au sort qui vont contribuer à la réflexion autour de la feuille de route du numérique en santé et la mise en œuvre de Mon Espace Santé. L'engagement de tous, il s'est aussi traduit par des actes concrets, par exemple de la part des industriels qui ont signé une charte engagée par la e-santé. On leur a aussi mis à disposition un site qui s'appelle la plateforme Genius, qui permet aux industriels d'avoir plus de visibilité en fait sur toutes les politiques publiques en matière de numérique en santé. Et en fin d'année dernière, on a également animé une sorte de cérémonie de gala pour récompenser toutes les personnes qui œuvrent pour le numérique au quotidien, des professionnels de santé, des acteurs des territoires qui portaient un certain nombre de projets emblématiques en termes de e-santé et qui ont été récompensés à travers cette cérémonie, les talents de la e-santé. La feuille de route du numérique en santé, elle a aussi une dimension, elle concerne aussi le médico-social. Le médico-social qui a d'ailleurs un certain nombre de programmes dédiés, le programme ESMS numérique qui en est à sa phase d'amorçage et qui va permettre de financer 170 projets à ce jour. Le projet Structure 3.0 qui a permis de distinguer 10 porteurs de projets numériques innovants dans le secteur médico-social. Et plus récemment, une enveloppe historique dans le cadre du volet numérique du Ségur qui va consacrer 600 millions d'euros à la mise à niveau logicielle des acteurs du médico-social et plus de 70% des acteurs du médico-social. La feuille de route du numérique en santé, c'est aussi une volonté de se repositionner au niveau international. La France était relativement peu présente jusqu'à présent sur les groupes de travail européens et la volonté de la délégation du numérique en santé, c'est de renforcer la présence de la France dans tous les groupes de travail, en particulier en ce moment sur les groupes de travail sur la mise en œuvre d'une e-prescription européenne, par exemple. Enfin, le numérique en santé a aussi connu une accélération sans précédent du fait de la crise sanitaire. Plusieurs outils numériques sont sortis de terre en quelques jours à peine pour répondre aux besoins suscités par le Covid. C'est le cas, par exemple, de la plateforme CIDEB qui a permis de centraliser tous les tests de dépistage réalisés par les laboratoires, les pharmacies, etc. C'est le cas d'une application qui s'appelle Mes conseils Covid qui a permis de donner des conseils personnalisés aux citoyens, du portail santé.fr, par exemple. Alors, c'est une présentation très très rapide de tout ce qui a été fait sur 2019, 2020, début 2021 sur la feuille de route numérique en santé qui a de fait contribué à la mise en œuvre de Mon Espace Santé. Si vous avez d'ores et déjà des questions, on va essayer d'en prendre quelques-unes dans le chat. Alors, on ne voit pas encore de questions dans le chat, Elsa, mais ça va peut-être venir, n'hésitez pas. Alors, on en a une. Cela fait 2 ans que nous entendons et lisons tout cela, mais nous n'avons rien vu de concret. Avez-vous quelque chose de nouveau à présenter? Alors, tout à fait. Alors, d'abord, après cette séquence un peu j'ai envie de dire, de rappel pour remettre tout ça dans son contexte, on va en effet, notamment au cours de la séquence 3, aborder plus concrètement Mon Espace Santé et on pourra répondre à vos questions et je pense que là, ça vous apportera de nouvelles informations. Vous dire aussi que tous ces travaux qui ont été mentionnés par Elsa vont être mis à jour, notamment dans le cadre de la doctrine V 2021, dont les travaux de mise à jour ont été lancés. Donc, ces travaux ne sont pas arrêtés à un instant T, mais évoluent en continu. Et du coup, c'est bien l'objet de ces communications
de pouvoir partager avec vous l'avancée de ces travaux et notamment la mise à jour de documents essentiels comme la doctrine technique. Alors, si jamais il n'y a plus de questions, je vous propose qu'on avance de façon à pouvoir vous laisser un maximum de temps de questions-réponses sur la partie Mon espace santé peut-être. Et on va démarrer la séquence 2 par un petit film comme précédemment avant de rentrer un peu plus dans le détail. Les professionnels de santé sont particulièrement exigeants dans 2 domaines. Tout d'abord, ils demandent aux éditeurs que les logiciels soient intelligents et assurent aisément de multiples fonctions, comme la saisie de l'accès rapide aux informations du patient, les échanges et le partage dans la coordination des soins, ou encore l'accès immédiat aux données du patient via son espace numérique de santé. En même temps, il demande que soit garantie la protection et la portabilité des données, la traçabilité des accès, la sécurité du système d'information et l'hébergement des données. L'Agence du numérique en santé apporte sa contribution à la maison de la e-santé en construisant les fondations de la maison, c'est-à-dire en mettant en place tous les référentiels d'identité, d'interopérabilité et de sécurité, d'éthique de la e-santé. Il est essentiel d'avoir une identité numérique pour tous, de savoir qu'un patient, tout le monde va l'appeler pareil et qu'on sera sûr que ce soit lui. On élargit ces référentiels au secteur médico-social, ce qui fait qu'ils peuvent accéder à des services qui n'existaient pas jusqu'à présent, comme la carte CPS dématérialisée, et tout ça en toute sécurité. L'Agence du numérique, elle est aussi là pour accompagner les établissements de santé qui sont victimes d'attaques de cybersécurité. En effet, depuis quelques années, on a un observatoire, on partage les bonnes pratiques et on les aide à résoudre leurs incidents de sécurité en relation avec l'ANSSI. On essaye d'appuyer, d'être à l'accompagnement des acteurs du numérique. On met en place des outils pour les aider. On a des experts qui permettent de répondre à leurs questions, des webinaires, des formations. Donc tout cela, on le fait dans un esprit de co-construire avec eux ce numérique en santé parce qu'on sait que l'adhésion à ce numérique en santé ne sera forte que si tout le monde y a contribué. C'est ce qu'on essaye de faire tous les jours. Mon espace santé va s'appuyer sur le dossier médical partagé. Et donc l'un des enjeux majeurs de l'année 2021 et l'année 2022, c'est de progresser dans l'alimentation de ce dossier médical partagé. 2 projets vont venir progressivement dans la vie quotidienne des Français. C'est la e-prescription d'abord, la dématérialisation du circuit de l'ordonnance entre les médecins et les pharmaciens et également entre les médecins, les infirmières, les masseurs-kinés, les biologistes. Ça va changer en profondeur les relations. On va passer progressivement d'une logique de papier à une logique dématérialisée. Une autre petite révolution qui va progressivement s'enclencher à compter de 2022, c'est la dématérialisation de la carte vitale. On va pouvoir la mettre sur son smartphone qui va là encore simplifier la vie quotidienne des assurés et des professionnels de santé. Le Health Data Hub est une des 3 plateformes nationales du numérique en santé. Il a été créé il y a un peu plus d'1 an. Il doit permettre aux porteurs de projets innovants d'accéder à des données non nominatives via une plateforme technologique extrêmement sécurisée. Donc les données pourront y être croisées et analysées dans le respect du droit des citoyens pour conduire des projets qui visent à améliorer la qualité des soins et l'accompagnement des patients. Bien sûr, la recherche en santé en France n'a pas attendu le Health Data Hub pour se faire, mais notre offre de valeur consiste à accélérer et à multiplier des projets à fort potentiel. La Direction générale de l'offre de soins, dans le cadre de la feuille de route, pilote 4 actions. Une action qui s'appelle e-parcours. Elle permet d'offrir un bouquet de services numériques pour les professionnels qui interviennent auprès de patients complexes. La deuxième action s'appelle Open. C'est un programme de soutien des établissements de santé pour moderniser et sécuriser leur système d'information. La troisième action, c'est la certification des systèmes d'information hospitaliers. Et la dernière, enfin, c'est le soutien au développement de la télémédecine et du télésoin. En France, le numérique se construit aussi avec le médico-social. Notre objectif, un dossier usager informatisé pour chaque personne, âgée ou handicapée, accompagnée à domicile ou en établissement.
Un dossier 100% accessible, dont chaque usager aura la maîtrise. Un dossier 100% sécurisé pour garantir la confidentialité de ses données. Un dossier 100% communicant pour faciliter la coordination des professionnels de son parcours. Nous testons dès à présent les outils du programme ESMS numérique au travers d'une phase d'amorçage. Gestionnaires, professionnels, éditeurs, agences régionales de santé, conseils départementaux, nous comptons sur votre mobilisation. Alors vraiment, du fond du cœur, j'ai envie de remercier tous ces agents publics, tous ces professionnels de santé, tous ces établissements, ces start-up, les associations de patients, les industriels qui chaque jour sur le terrain, souvent dans l'ombre d'ailleurs, font avancer ces sujets et en fait font progresser notre pays. Tout ne sera pas parfait, mi-2022, à la fin de cette feuille de route, il y aura encore beaucoup de travail. Mais ce dont je suis sûr, c'est qu'il y aura un avant et un après cette feuille de route. On est clairement en train d'écrire collectivement une page de l'histoire de la santé en France. En fait, pour conclure, je dirais que depuis 15 ans, la France est en milieu de peloton, je dirais, en matière de e-santé en Europe, mais je suis sûr que d'ici 2-3 ans, on sera maillot jaune. Bien, donc pour revenir un petit peu plus en détail, donc la refonte des référentiels socles ont été impactés, le référentiel de sécurité, donc la politique générale de sécurité des systèmes d'information de santé. Donc tous ces travaux mis régulièrement en concertation sont consultables sur notre site, isanté.gouv.fr, au même titre que le cadre d'interopérabilité des systèmes d'information, où on vous partage un certain nombre de volets de contenu notamment, où il y aura là un impact fort par rapport au Ségur, on va en reparler. Le serveur multiterminologie, là aussi qui est co-construit avec l'écosystème, avec des ateliers réguliers. L'enregistrement dans le RPPS plus des autres acteurs, donc là aussi avec des expérimentations en cours pour élargir le spectre des professionnels qui intègrent l'annuaire santé. Et puis des travaux sur le répertoire opérationnel des ressources. Et encore une fois, tous ces sujets sont mis à jour dans la doctrine technique, avec notamment des apports suivant les cibles, suivant l'écosystème, avec la mise en lumière en fait des impacts pour les industriels, mais aussi pour les structures, que ce soit dans le champ sanitaire ou dans le champ du médico-social. Alors, la campagne cybersécurité, tous cybervigilants, je pense que vous en avez aussi entendu parler. Notre cellule ACSS de l'ANS est devenue le CERT Santé, avec pour objectif vraiment de pouvoir suivre les incidents de sécurité, de proposer des audits de vulnérabilité afin vraiment d'étudier la sécurité des systèmes d'information vis-à-vis d'Internet. La sécurité, ça passe aussi par la mise en œuvre d'une identité nationale de santé, une seule et même identité pour l'usager qu'il se présente à l'hôpital, chez son médecin de ville, en pharmacie ou dans un laboratoire. Donc cette identité nationale de santé, maintenant, elle existe, elle est récupérable par les logiciels des professionnels de santé et elle commence à se déployer partout en France. Dans la même logique de garantir l'identité cette fois-ci du professionnel qui se connecte. C'est vrai que jusqu'à présent, l'outil d'identification électronique majoritaire était la CPS, la carte plastique. Elle est désormais remplacée, enfin pas remplacée, mais en tout cas, s'y ajoute un moyen d'identification électronique supplémentaire, une ICPS disponible sur le smartphone du professionnel. Les usages de la ICPS ont bien progressé du fait de la période Covid récente. Et ICPS s'appuie sur une brique qui s'appelle Pro Santé Connect, une brique d'identification que vont pouvoir intégrer les différentes solutions numériques. Le parallèle pour les usagers, pour les patients, ça va être l'appli Carte Vitale. Cette application va permettre de dématérialiser, là aussi sur un smartphone, la carte vitale plastique. Donc on aura les deux
les deux objets, la carte vitale plastique et l'application sur smartphone, qui vont permettre notamment de nouveaux usages. Cette application, par exemple, l'usager pourra s'identifier électroniquement sur des services numériques proposés par les professionnels ou par les régions ou le national. Alors, concernant les messageries sécurisées de santé, et je vois qu'il y a déjà des questions dans le chat, j'avais envie d'y répondre, mais on va y répondre après, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Donc, les messageries sécurisées de santé s'adressent, vous le voyez ici, au niveau usage, à un spectre assez large avec les établissements, les professionnels de santé libéraux, les acteurs du médico-social, les plateaux techniques. Et à partir de juillet, on va en parler dans la phase pilote de Mon Espace Santé, l'usager, cet usager qui va intégrer l'espace de confiance des messageries sécurisées de santé. On voit qu'on a des chiffres assez élevés avec plus de 7 millions de mails échangés par mois, qu'on a connu en effet une très forte progression, notamment au cours de la crise sanitaire, avec des ouvertures massives de boîtes aux lettres MS Santé. Et qu'on poursuit l'extension des messageries sécurisées de santé, notamment par une phase de généralisation sur le secteur du médico-social et du social. Concernant le dossier médical partagé, là aussi, très clairement, voilà, le DMP est un service socle de Mon Espace Santé. On va le détailler dans la séquence 3. La e-prescription, donc c'est un projet qui a démarré en expérimentation en juillet 2019, avec essentiellement des médecins et des pharmaciens dans un premier temps. Donc cette e-prescription se focalise sur la prescription médicamenteuse dans un premier temps. Plusieurs éditeurs ont développé cette e-prescription dont le déploiement va se poursuivre également. Sur la télémédecine, donc la télémédecine a évidemment énormément progressé pendant la période Covid, en passant de à peu près 400 000 téléconsultations par an avant la crise sanitaire, jusqu'à un pic qui a atteint le 1 million de téléconsultations par semaine, le plus fort de la crise. Donc la crise a finalement accéléré le retour à la télémédecine avec des usages multipliés par 3 côté patient et par 5 côté professionnel. Alors, concernant le Health Data Hub, donc comme vous avez pu le voir dans le petit film, l'idée est vraiment d'avoir un concentrateur d'un maximum de données de santé, de les mettre à disposition au travers d'un catalogue de données avec de nombreux travaux accessibles en open source, un croisement de données fort intéressant au travers justement de l'intégration des travaux de plusieurs cohortes et évidemment au profit d'une fluidité dans le diagnostic patient. Alors, les programmes d'investissement numérique, donc on voit ici déjà 3 programmes avec le programme Open qui impacte 1440 établissements qui ont été retenus au travers de ce programme, avec des évolutions et des compléments attendus aussi, notamment dans le cadre du Ségur. Maturin H, donc, qui est le référentiel de certification des systèmes d'information des établissements de santé. Et puis, tous les travaux en cours en région concernant les outils de coordination e-parcours. Le Ségur du numérique en santé, vous le savez maintenant, donc un investissement historique, ça a été dit aussi dans le petit film. Ça se traduit par des travaux qui sont en train d'aboutir au travers de plusieurs couloirs, de plusieurs parcours de soins, notamment donc dans le médico-social, au niveau de l'hôpital public-privé, de la biologie en ville et concernant les plateaux techniques. La même chose dans le secteur de la radiologie et puis la médecine de ville et également des travaux en cours concernant la pharmacie.
Donc, et vous le voyez que au travers de ces parcours, l'objectif est bien l'échange et le partage de données de santé avec des documents prioritaires comme les documents de sortie, le DLU dans le médico-social et évidemment les usages des services socles prioritaires, INS, DMP, Messagerie Sécurisée de Santé et ProSanté Connect. Pardon. Voilà. Passe un peu vite. Dernier programme en fait de financement, la stratégie d'accélération santé numérique dans le cadre du plan France Relance. Donc l'idée c'est de contribuer à faire de la France un leader mondial en santé numérique, de créer une véritable filière pour la e-santé en France. Cette stratégie d'accélération santé numérique, à date, elle s'est traduite en premier lieu par une consultation publique, plus de 400 réponses à cette consultation publique, et elle s'est traduite aussi par un appel à manifestation d'intérêt, un AMI qui a été ouvert, qui est ouvert en mai et qui a été clôturé le 16 juin 2021. Alors, je vois qu'on a plusieurs questions. On en a une notamment concernant l'INS. Alors, j'essaie de voir. Avez-vous prévu que l'INS permette aussi aux usagers de se connecter aux espaces santé par les complémentaires santé? Alors, pour répondre, c'est pas tant l'INS, je pense, qui va être intéressant en fait pour s'identifier électroniquement à des services proposés par les complémentaires santé ou par tout autre acteur d'ailleurs. C'est vrai que c'est l'appli CarVital dont on a parlé avant, et c'est vrai qu'on pourrait tout à fait imaginer que ce moyen d'identification électronique soit utilisé par des acteurs, par tout type d'acteurs. Donc, la réponse, à mon avis, est plutôt à chercher du côté de l'appli CarVital. Et effectivement, il y avait une sous-question dans ce message sur la relation entre l'ENS, l'espace numérique de santé, enfin le futur Mon Espace Santé, et l'INS. L'INS, l'identité nationale de santé, sera l'identité socle en fait qui va permettre de créer les espaces santé des citoyens. Donc il y a bien l'un repose sur l'autre, en effet. Et d'ailleurs, du coup, je rebondis, Elsa. En effet, on dit bien mon espace santé. C'est vrai que dans la maison, on voit encore ENS, mais la maison va être mise à jour dans la doctrine pour accueillir l'appellation retenue qui est bien mon espace santé. Donc, quand vous voyez voilà, MES dans les communications, c'est bien mon espace santé en remplacement de l'ENS. Je vois qu'il y a eu aussi des questions par rapport à Maëlys et la ICPS. Donc là aussi, il y a eu la publication récemment de 2 référentiels, notamment dans le cadre du Ségur, les référentiels MS Santé ont été refondus pour maintenant avoir 2 référentiels. Le référentiel 1, qui est le référentiel dédié aux opérateurs, et le référentiel 2 client de messagerie qui, on l'annonce déjà, va avoir donc une mise à jour d'ici la fin de l'année, donc avec des évolutions pour répondre justement aux enjeux du Ségur, favoriser l'intégration d'MS Santé au logiciel métier et aussi des préconisations d'ergonomie et puis des travaux concernant une API également à venir d'ici fin d'année. Je descends si j'ai raté. Je crois que je n'ai pas raté de questions. Oui. De la même façon, je vous propose qu'on avance du coup sur la séquence 3, qui est celle, je pense, qui va intéresser le plus grand nombre, avec toujours pour démarrer un petit film, et je reprends la main ensuite. Toute cette feuille de route, vous l'avez vu, qu'on porte avec enthousiasme, énergie et détermination, elle est d'abord faite évidemment pour le citoyen lui-même. Et donc pour aller au bout de nos idées, de nos convictions, il fallait construire un outil, une plateforme, un espace numérique de santé pour que chaque personne puisse être acteur de sa santé au travers du numérique en gérant ses données de santé, pour la prévention, pour organiser son parcours de soins, pour faire de la télémédecine. Le nom de code de cette plateforme numérique nationale, c'est Mon Espace Santé. Mon Espace Santé est un projet très ambitieux qui vise tout simplement à transformer le parcours de soins des assurés. Concrètement, c'est quoi ? Un espace numérique sécurisé, personnel, hébergé en France, qui va réunir pour chaque assuré ses données de santé. Mais ce n'est pas simplement ça.
c'est aussi une messagerie sécurisée entre les assurés et les professionnels de santé. C'est un agenda partagé de santé et c'est un catalogue d'applications référencées. C'est donc tout un écosystème qu'on veut construire autour de Mon Espace Santé. C'est un projet ambitieux. Le ministère des Solidarités et de la Santé en a confié la réalisation à l'assurance maladie. J'en fais donc une priorité, avec un point de vigilance, un souci permanent, accompagner nos assurés les plus précaires pour qu'eux aussi ils s'emparent de Mon Espace Santé. Avec la création de Mon Espace Santé, mettant le patient au cœur du dispositif, en lui permettant d'être un véritable acteur de sa santé, tout autant que de l'ensemble du système, la stratégie numérique en santé donne un nouvel élan à la démocratie sanitaire. Créer du lien pour que chaque usager de la santé se sente soutenu et accompagné. Rapprocher et faire participer tous les acteurs pour plus d'humanisme, afin qu'aucun citoyen ne soit laissé de côté. C'est l'éthique que nous portons au sein de la stratégie du numérique en santé. Et c'est aussi pour ça qu'il nous tient à cœur de donner la parole aux usagers, aux citoyens, pour construire Mon Espace Santé, mais aussi pour toutes les actions de la feuille de route. Depuis 2019, on met en place des ateliers citoyens qui nous permettent de poser des questions aux usagers sur leurs usages du numérique en santé, faire en sorte que Mon Espace Santé s'inscrive dans ces usages. On a aussi mené une enquête l'été dernier auprès de plus de 2000 personnes et qui nous a permis de savoir qu'en fait, 8 personnes sur 10 étaient prêtes à utiliser Mon Espace Santé. 80% des personnes interrogées se disent rassurées qu'un tel service soit développé par le service public. Et en 2021, pour encore plus appliquer la démocratie sanitaire aux enjeux du numérique, nous allons lancer un comité citoyen d'une forme nouvelle, en associant des usagers tirés au sort, mais aussi des associations de patients. Il participera à la construction de Mon Espace Santé et de ses différentes fonctionnalités. Notre objectif est d'ouvrir ce nouveau service public numérique à tous, par défaut, dès le 1er janvier 2022. Notre fil d'Ariane, à chaque étape de l'élaboration de Mon Espace Santé, est d'associer les patients afin de nous assurer qu'il répond bien à leurs besoins. Pour illustrer les nombreuses possibilités offertes par Mon Espace Santé, prenons un exemple. Celui d'une patiente diabétique qui a une fracture opérée de la cheville, qui déménage et qui du coup se retrouve prise en charge par un nouveau médecin traitant. Grâce à Mon Espace Santé, cette patiente pourra facilement partager son historique médical avec son nouveau médecin. Dans son dossier médical, elle peut renseigner des informations sur son parcours, son historique. En les photographiant, elle peut déposer des documents médicaux qu'elle a chez elle, tels que son compte-rendu d'hospitalisation, son compte-rendu opératoire lors de la fracture de sa cheville. Pour y trouver les résultats de son bilan de diabète, il lui suffit de demander à son diabétologue qui lui transmettra ces informations grâce à la messagerie sécurisée de Mon Espace Santé. Elle pourra les déposer dans son dossier médical. Dans le cas d'ailleurs de son suivi de diabète, la patiente pourra intégrer automatiquement dans son dossier médical les informations de mesure de la glycémie prises par son lecteur de glycémie connecté, à condition que ce lecteur soit connecté à une application référencée dans le catalogue de services en santé de Mon Espace Santé. Il lui suffit alors juste de choisir l'application, de donner son accord pour le transfert d'informations. Elle peut également commencer à remplir son carnet de vaccination électronique que le médecin pourra aussi compléter si besoin. Ainsi, son nouveau médecin traitant disposera de toutes les informations nécessaires pour la prendre en charge. Bien plus que les informations médicales, Mon Espace Santé propose aussi des outils qui permettent d'organiser son parcours de santé. Grâce à Mon Espace Santé, elle aura automatiquement accès depuis un seul agenda sécurisé à tous les rendez-vous médicaux pris avec les différents professionnels de santé qui la prennent en charge. Dans un premier temps, Mon Espace Santé sera testé à l'été 2021 par la population de 3 départements, où chaque usager recevra alors un courriel ou un courrier personnel de l'assurance maladie lui expliquant comment activer Mon Espace Santé. Les retours de ces premiers utilisateurs nous permettront d'améliorer le produit avant sa généralisation à toute la population à partir de janvier 2022. L'assurance maladie accompagnera au plus près les assurés dans leur prise en main de Mon Espace Santé.
Alors, pour réussir un projet aussi ambitieux, aussi important, il faut que tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. Évidemment, nous, pouvoir public, il faut qu'on définisse ce cadre interopérable, sécurisé, éthique, que mon espace santé soit demain accessible à tous, mais il faut aussi que les industriels, d'une part, ils mettent leurs solutions en conformité, et puis d'autre part, ils créent des services numériques à valeur ajoutée métier qui soient innovants, que ce soit des start-upers, des grands groupes, des PME. Il faut que les établissements de santé, les professionnels de santé, ils s'approprient ces outils, qu'ils alimentent le dossier médical partagé, qu'ils échangent les données de santé avec le citoyen via une messagerie sécurisée. Et puis, il faut enfin que les patients, les associations de patients, les citoyens se saisissent de mon espace santé, se l'approprient, qu'ils aident leurs concitoyens à se l'approprier quand ils sont plus éloignés du numérique, pour qu'enfin tous, on soit acteurs de notre santé. C'est indispensable parce que si on échoue, d'autres le feront à notre place. C'est vraiment là notre souveraineté numérique qui est en jeu et derrière la modernisation du système de santé dans un cadre de valeurs qui nous semble à nous, société, citoyens, acceptable. Donc on n'y arrivera pas sans vous, on compte vraiment sur vous et vous pouvez compter sur nous. Alors, comme vous avez pu le voir, vraiment l'objectif de mon espace santé, c'est d'être construit pour et avec les usagers. C'est bien le sens de toutes ces interventions et mon espace santé va tous nous impacter. On est tous des usagers du système de santé. À noter que mon espace santé est développé, c'est une interface fluide, responsive et adaptée à l'usage sur mobile, tablette et ordinateur. On vous expliquera en séquence 4 comment participer plus largement à la concertation et de même qu'au travers de vos questions, si pour certaines nous n'avons pas tous les éléments de réponse, sachez que cela fera l'objet d'une FAQ que vous pourrez retrouver sur notre site. Alors, mon espace santé, il y a 4 fonctionnalités majeures. Il y a le dossier médical partagé, donc le DMP, on l'a dit, c'est une des clés de voûte de mon espace santé. Au travers de mon espace santé, on va plutôt parler de dossier médical. Sachez que tous les DMP qui ont été créés et alimentés jusqu'ici sont bien entendu récupérés. Donc, dans le cas où un usager aurait un DMP ouvert, un DMP alimenté, à l'ouverture de mon espace santé, il va retrouver les informations. De même, le professionnel habilité va pouvoir accéder au DMP dans son état d'origine. Une messagerie sécurisée, donc en effet, ça c'est extrêmement important. Chaque usager, chaque citoyen au travers de mon espace santé va bénéficier d'une messagerie. Le format des adresses patients, donc ça sera l'INS @patient.mssanté.fr. Donc ça sera un format unique pour toutes les adresses usagées. Une fonctionnalité d'agenda qui va pouvoir concentrer les rendez-vous pris à venir, les rappels de vaccination par exemple, et puis un catalogue d'applications qui va être alimenté au fil du temps et au fil des référencements. Alors, le contexte réglementaire de mon espace santé, c'est la loi Organisation de la transformation du système de santé de juillet 2019, qui en définit les grands principes, donc qui indique l'arrivée de mon espace santé au 1er janvier 2022 pour tous les usagers, avec des fonctionnalités, des modes d'accès pour les professionnels habilités. Et on instaure aussi un principe de création automatique sur lequel je vais revenir un petit peu plus tard. Au travers du catalogue d'applications dont je vous ai parlé à l'instant, on va y trouver quoi? On va y trouver notamment tous les services qui peuvent participer à la prévention, à la fluidification des parcours de soins, des applications de bien-être, d'enregistrement de constantes qui peuvent nous suivre et participer à une bonne prise en charge patient. Et puis, les conditions d'accès aux données du patient, je vais y revenir également ultérieurement.
Donc justement, voilà, le contrôle d'accès aux données de santé à la main du citoyen. Ça, c'est extrêmement important. D'abord, l'accès à son DMP. Donc là, les professionnels d'une équipe de soins peuvent accéder au DMP pour l'alimenter, également pour le consulter, et tous les accès sont bien entendu tracés. Le citoyen va pouvoir, au travers de Mon Espace Santé, décider de masquer un document, par exemple, ou d'en bloquer l'accès à un professionnel. Quant au catalogue de services, il va répondre évidemment au RGPD avec une liste de données auxquelles voilà, les services référencés vont pouvoir accéder, mais dans un cadre sécurisé. Et puis, à tout moment, le citoyen va pouvoir révoquer les accès autorisés initialement. Plus largement, les accès à mon espace santé en tant que citoyen. Donc, je vais pouvoir fournir un code d'accès temporaire aux professionnels de santé afin qu'il accède à tout ou partie de mon espace santé et pour une durée plus ou moins longue. Et du coup, vous aurez aussi donc dans cet envoi un code de validité à transmettre. Et puis, vous êtes notifié en tant qu'usager dès lors qu'un professionnel accède à vos données. On verra, on a quelques petites captures du POC en fin de présentation. Le processus de création automatique sauf opposition, donc c'est le fameux opt-out. Donc là aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est la loi OTSS de juillet 2019 qui l'introduit. Avant, pour créer un DMP, il fallait toute une démarche voilà, assez lourde finalement. Demain, l'arrivée de Mon Espace Santé et ce processus d'opt-out va permettre de solliciter massivement les usagers, évidemment de leur permettre d'avoir une durée d'1 mois et 10 jours pour exercer leur droit d'opposition. Et donc, si l'usager se connecte ou ne s'oppose pas à la création, à l'activation de Mon Espace Santé, alors Mon Espace Santé est créé au bout de ce délai, mais si l'usager s'oppose à la création, évidemment, à ce moment-là, ce n'est pas créé. Sachez évidemment qu'à tout moment, l'usager peut revenir sur sa décision et activer son Mon Espace Santé. Alors, un pilote à l'été pour tester une première version de Mon Espace Santé. Donc, en effet, 3 départements ont été identifiés comme pilotes, la Haute-Garonne, la Loire-Atlantique et la Somme. Cela concerne 4 millions de personnes qui vont être notifiées par courriel ou par courrier, donc cet été, et à l'issue du délai de droit d'opposition, suivant les retours, les Mon Espace Santé seront créés et les premiers usages pourront démarrer. Dans ce pilote, 2 fonctionnalités vont être testées, la messagerie citoyenne et le dossier médical. Donc, pour vous mettre un petit peu en visibilité le planning, vous voyez donc que cet été jusqu'à fin d'année, on est dans la phase pilote, que l'objectif de ces pilotes, c'est vraiment d'étudier les cas d'usage, d'évaluer le produit et évidemment de l'ajuster en conséquence, de façon à avoir les éléments pour la phase de généralisation qui démarrera dès janvier 2022, date à laquelle l'ensemble des usagers du territoire recevront eux aussi une notification avec encore le délai pour s'opposer à la création. Et donc, on peut estimer que courant février, la plupart des Mon Espace Santé seront activés et que les usages pourront démarrer. Sur cette phase de généralisation, viendront compléter déjà les fonctionnalités de dossier médical et de messagerie citoyenne, l'agenda et le catalogue d'applications. Donc, c'est une démarche au long cours. Encore une fois, on est tous embarqués. L'outil va évoluer au fil du temps
au fil des besoins. Et c'est dans ce contexte que c'est vraiment une démarche participative. L'alimentation, la vie de mon espace santé, ça va vraiment être l'affaire de tous. D'abord, nous tous en tant que citoyens, on a vraiment un rôle actif à avoir dans le renseignement, dans le partage de notre profil médical et des documents qui vont être capitalisés dans mon espace santé. On a aussi le contexte actuel qui fait que, bien sûr, on va, si je puis dire, profiter de mon espace santé pour tracer les éléments donc SI-DEP, avec l'alimentation automatique des résultats des tests PCR, par exemple. Et puis, en tant que professionnel de santé, dans l'alimentation automatique du dossier médical du patient et dans ces échanges à avoir entre le professionnel habilité et l'usager pour fluidifier le parcours de ville, en pré-op, en post-op, etc. C'est vraiment une mobilisation collective, évidemment avec à la base l'État et l'assurance maladie qui construisent ce service, mais c'est vraiment une démarche de co-construction avec les industriels embarqués qui vont notamment faire vivre et alimenter ce catalogue d'applications, les professionnels de santé et les citoyens pour encore une fois créer des usages au profit de la fluidification des parcours. Alors, pour vous montrer un petit peu quelques images de la maquette, ici, donc, vous pouvez retrouver un petit peu la fenêtre générale avec en haut les notifications. On va le voir sur une autre image après où on peut voir qu'on est notifié par l'arrivée d'un nouveau document, etc., d'une nouvelle consultation, les services de santé recommandés en bas, et puis les différentes fonctionnalités, dossier médical, agenda, store, messagerie, qui seront accessibles. Donc, chaque usager va pouvoir compléter son profil médical au fil de l'eau, ça ne se fait pas en une fois, vous pouvez revenir dessus, compléter, vraiment le faire vivre, inscrire donc vos antécédents médicaux familiaux, vos directives anticipées, très important, le suivi de vos vaccinations et puis un certain nombre d'autres éléments. Vous pourrez télécharger ce profil médical en PDF et le partager par exemple avec un professionnel de santé de votre choix. Là, vous voyez d'une autre façon un petit peu la présentation avec les différentes typologies de documents et la façon dont vous allez pouvoir les classer au sein de votre dossier médical. Et puis, en effet, cette messagerie citoyenne où ici, donc, vous pouvez voir que vous êtes notifié donc d'un nouveau document qui vient d'arriver, d'un suivi ici de votre taux de glycémie. Donc là encore, évidemment, avec les professionnels de votre cercle de soins qui auront été à l'initiative d'un premier échange pour vous permettre ensuite de pouvoir dialoguer ensemble, usagers professionnels. Donc là aussi, une petite autre fenêtre concernant le catalogue d'applications, avec ici le contexte d'une application de suivi donc, du diabète et de la glycémie. Et puis aussi, donc évidemment, les possibilités, on en a parlé tout à l'heure, de partager mon espace santé, donc tout ou partie de mon espace santé. Vous le voyez ici au travers de la transmission d'un code à votre praticien pour l'autoriser à consulter vos données pour une durée limitée et vous êtes en tant qu'usager notifié du moment et de la durée de consultation des données par le professionnel autorisé. Alors, je vais revenir parce que je ne vois pas les questions. Voilà, pour pouvoir répondre aux questions, j'imagine qu'il y en a beaucoup. Anne, tu as pas mal de questions sur le catalogue d'application de mon espace santé, avec l'objectif de ce catalogue, comment est-ce qu'on peut le rejoindre, est-ce qu'il y a une certification quelconque pour y accéder,
Est-ce qu'il y a déjà des entreprises qui sont dedans, etc. Exactement. Alors, je vais essayer de vous retrouver le lien. Il y a un appel à projet qui a eu lieu il y a quelques temps. Il y a 30 structures, enfin 30 solutions qui ont été retenues, notamment une solution d'agenda bien connue sur le marché, donc qui font partie de l'expérimentation. J'essaie de vous retrouver ça. Ça a fait l'objet d'un certain nombre de communications. L'objectif de ces 30 dossiers retenus dans le cadre de cet appel à candidature, c'est vraiment d'étudier et de mettre en place justement toute cette politique de référencement. Et du coup, là, jusqu'à la fin de l'année, ces éditeurs vont travailler avec l'ANS, avec l'assurance maladie, à la mise en place justement du processus de référencement au store de l'ENS. Donc, je pense qu'on aura d'ici la fin de l'année un retour d'expérience. Et pour vous redonner un peu les domaines des outils, des applications de ce catalogue, c'est tout ce qui couvre le champ de la télémédecine, la prise de rendez-vous, le bien-être, le suivi de pathologie, on l'a vu ici avec le diabète, la coordination des soins et la prévention. Et il y avait une des questions, Anne, je te la lis peut-être pour que tu l'aies en entier. L'objectif du catalogue, c'est de pouvoir rapatrier des informations de l'extérieur vers mon espace santé pour stocker les données médicales, mais est-ce aussi de proposer dans mon espace santé des applications que l'usager peut découvrir et utiliser? Exactement. C'est bien ces deux objectifs. Tout à fait. Alors, il y a les deux objectifs. Après, je ne saurais pas vous dire là aujourd'hui le calendrier qui va faire que est-ce que les deux possibilités vont être actives en même temps ou l'une après l'autre, mais l'objectif à terme est bien de pouvoir alimenter par ces deux canaux. Le canal usager et le canal, j'ai envie de dire, applicatif via une information d'un outil du professionnel de santé qui suit le patient particulièrement sur telle ou telle pathologie. Et une question qui va un petit toujours dans cette démarche de référencement dans mon espace santé. Un participant demande si cela sous-entend de répondre à des normes de sécurité ou au niveau du code des applications compatibles, des flux, des protocoles, etc. Alors déjà, au niveau de la doctrine technique du numérique en santé, vous allez retrouver un certain nombre d'éléments. Alors sur la V 2020, c'était pas encore suffisamment détaillé. Dans la mise à jour qu'on est en train de faire et avec un objectif de publication au 15 décembre, ça sera vraiment l'objectif de pouvoir justement vous identifier les impacts côté industriel, côté structure, professionnelle, etc., sur la façon dont va se faire justement la mise en place de mon espace santé et plus précisément ce catalogue d'applications. Et puis, c'est aussi évidemment l'objet des pilotes, là, si j'ose dire, des 30 candidats qui ont été retenus sur l'appel à projet, d'étudier justement ce processus de référencement. Alors, j'ai vu aussi, je crois que quelqu'un demande si les données qui sont dans les DMP actuels sont bien récupérées dans mon espace santé. La réponse est oui. Il n'y a pas de perte de données. Tout ce qui était dans des DMP, j'ai envie de dire, historiques, sont évidemment maintenus. D'ailleurs, tout au long de cette phase pilote de mon espace santé, jusqu'à la fin de l'année, évidemment, les DMP créés sont toujours alimentés, notamment par les DPI des structures et autres. Donc, il n'y a pas de problème d'alimentation ni de consultation. C'est toujours les mêmes modalités de consultation pour les professionnels habilités. Ce qui change, c'est que depuis début juillet, on ne peut plus créer de DMP puisqu'on s'inscrit dans la démarche d'opt-out au niveau des départements pilotes, qu'on a besoin d'étudier cette phase technique et que du coup, il y a uniquement cette possibilité de création qui est retenue pour les pilotes et ensuite sur la phase de généralisation en janvier prochain.
Alors, qu'est-ce que j'aurais raté? Il y a une question aussi sur la messagerie citoyenne. Une personne nous demande, côté professionnel de santé, quel sera l'outil pour communiquer sur la messagerie citoyenne? Alors, donc, pour les professionnels habilités, l'idée est unique. C'est vous devez vous munir d'une messagerie sécurisée de santé MS Santé, donc conforme à l'espace de confiance. C'est ce qui vous permettra d'initier le premier échange, puisque c'est le professionnel de santé qui doit être à l'initiative du premier échange avec l'usager vers sa messagerie citoyenne. Donc, il faut bien disposer d'une messagerie sécurisée de santé. Ça ne fonctionnera pas si vous utilisez Gmail, laposte.fr, yahoo.fr, et j'en ai cité 3, donc c'est bon. Alors, les données saisies par l'utilisateur dans les DMP seront-elles reprises dans le nouveau DMP? Oui. Là aussi, tout ce qui était saisi dans les DMP n'est pas perdu. Il n'y a pas de souci là-dessus. J'en ai peut-être raté plus haut, c'est possible. Tu as une nouvelle question sur la date de disponibilité du référentiel de certification, mais je crois que tu l'as dit un petit peu avant, c'est-à-dire que c'est à l'issue de cette phase entre guillemets pilote avec les 30 industriels retenus qu'on pourra avancer sur Tout à fait, ouais, exactement. Donc il y aura des communications de toute façon, c'est sûr qu'il y aura des communications dès qu'on en saura plus, plus la publication de la doctrine V 2021 qui vous donnera aussi les grandes orientations. Alors, Alors, un annuaire des citoyens? Non. Alors, il n'y aura pas d'annuaire des citoyens. Il n'y a pas l'équivalent de l'annuaire santé pour les citoyens. Le format de l'adresse de la messagerie citoyenne, c'est ins@patient.mssanté.fr. Donc, c'est un format unique. Donc, évidemment, ça implique de récupérer au travers de vos outils l'INS du patient. L'idée, effectivement, c'est qu'une fois que vous avez récupéré l'identité nationale de santé, l'INS du patient que vous prenez en charge, votre logiciel puisse vous proposer en quelque sorte de lui envoyer un message en utilisant ce matricule INS, son numéro INS, pour communiquer avec lui au travers de la messagerie citoyenne, en fait. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions. Comment le PS va accéder à l'ENS de son patient? Donc, d'abord, en effet, il vous faut l'INS du patient. Il faut également, accessoirement, que le patient, mon espace santé soit activé. Si jamais vous écrivez à un patient qui n'a pas activé mon espace santé, vous recevrez un message d'erreur explicite qui vous l'indique. Et comme je le disais tout à l'heure, le patient, son opposition à l'ouverture de mon espace santé est évidemment provisoire. Il peut à tout moment revenir dessus. Et là aussi, il y a un certain nombre d'outils, j'ai envie de dire, de communication prévus pour pouvoir inciter les patients au long cours à ouvrir mon espace santé. Donc, à partir du moment où le patient qui a activé mon espace santé vous envoie un code d'accès pour accéder à tout ou partie de mon espace santé, là vous pourrez du coup entrer dans les différents espaces et consulter les documents autorisés. Ensuite, il y a des questions sur le financement de ces échanges avec le patient au travers de la messagerie citoyenne, mais je ne sais pas, Anne, si nous, on peut répondre côté ANS sur les perspectives de financement par l'assurance maladie de ce type. Alors ça, je ne saurais pas vous dire. Est-ce qu'il y a des motivations financières pour vous inciter à l'usage? Je ne saurais pas vous dire. En effet, comme le dit Elsa, ça c'est vraiment côté négociation avec l'assurance maladie. On n'a pas du tout la main là-dessus et pas d'informations à date. Je ne saurais pas du tout vous dire. Mais j'ai envie de répondre que plus largement, je pense que vous allez tous voir l'intérêt de pouvoir initier ces usages avec vos patients. Donc non, vous ne pourrez pas contacter le patient sans connaître son INS. Ça, c'est sûr. Alors, on a une question sur
Mon espace santé INS, pour les patients étrangers en attente d'un titre de séjour, mon espace santé ne sera pas applicable car pas d'INS. Donc, en effet, pour les patients qui ne sont pas encore immatriculés auprès des organismes de sécurité sociale, il n'y a pas d'INS et donc, à ma connaissance, pas d'espace santé non plus le temps que cette immatriculation se fasse, sachant que les personnes étrangères, elles peuvent avoir un identifiant provisoire qu'on appelle un numéro identifiant attente, un NIA, qui sert d'identifiant le temps de la procédure d'immatriculation. Alors, je vois qu'on a une question qui arrive. Et il y avait un petit rappel, tu as cité, Anne, plusieurs types d'applications qu'on pouvait imaginer rejoindre le catalogue. Et effectivement, est-ce que tu peux les rappeler peut-être ? Oui, tout à fait. Donc, c'est tout ce qui va concerner le champ de la télémédecine, la prise de rendez-vous, le bien-être, le suivi de pathologie, la coordination ou la prévention, entre autres. Je pense que ça pourra peut-être évoluer, mais c'est quand même largement ce spectre qui est retenu. Alors, comment va se réaliser la sensibilisation de chaque citoyen par le médecin et autres PS ? Cela va exiger du temps. Tout à fait, Hélène. Alors, c'est vrai que tout le sens de ce grand tour de France de webinaire Réussir ensemble mon espace santé, c'est vraiment l'objectif de pouvoir capter l'ensemble de l'écosystème, nous en tant que professionnels, mais plus largement les usagers. Donc, il y a, j'ai envie de dire, tous les acteurs nationaux, régionaux qui sont embarqués. C'est le sens des pilotes, des 3 départements pilotes, de pouvoir capitaliser sur cette expérience pour communiquer et donner des éléments de langage pour la phase de généralisation. On va vous le redire là en fin de séance, mais tous les éléments qu'on vous partage, vous pourrez évidemment nous les demander. Si de votre côté, vous avez des besoins, des possibilités d'événements et de communication pour parler de mon espace santé et en effet en faire une réussite. Donc, c'est vraiment un peu ce qui a été partagé dans les petits films aussi. C'est une démarche collective et on y a tous intérêt. Donc oui, c'est toujours du temps de pouvoir préciser lors d'une consultation notamment à son patient l'intérêt, s'il ne l'a pas fait, d'activer mon espace santé ou de ne pas s'y opposer pour permettre les usages et d'améliorer sa prise en charge. Quid des patients sans Internet, portable ou autre moyen de communication moderne ? Alors, tout ce qui est fracture numérique ou en effet les personnes qui sont nombreuses, en effet, à ne pas avoir d'accès ou à ne pas être en capacité aussi, tout simplement, d'avoir des usages côté nouvelles technologies. Il y a tout le maillage des maisons France Service, si je ne dis pas de bêtises dans la terminologie, qui sont ces maisons qui vont être une aide forte dans l'accompagnement des personnes qui justement n'ont pas à disposition ces outils ou ne savent pas elles-mêmes se servir de ces outils pour les guider. Donc, ce maillage va entre autres servir à ça. Et ensuite, je pense qu'en effet, il y aura tout un tas de travaux réalisés aussi à l'aide des pilotes et de toutes les remontées locales via l'assurance maladie notamment que nous aurons et sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pour voir quel dispositif mettre en place pour répondre à ces populations entre guillemets, avec plein de guillemets, déconnectées. L'objectif, c'est de pouvoir référencer 1 ou 2 acteurs max sur une thématique. Donc, non, il n'y a pas de limitation de référencement pour le catalogue d'applications. En effet, ce n'est pas 2 acteurs des rendez-vous, 2 du bien-être, du tout. Il n'y a pas de limite. Je pense que là, vraiment, la réflexion, c'est vraiment d'étudier avec ces 30 candidats retenus le processus de référencement et une fois que ça sera bien articulé, d'ouvrir ce processus de référencement
à l'ensemble voilà, du marché qui serait en capacité d'y répondre. Et c'est en ce sens que ce catalogue, justement, ne sera pas figé. Une nouvelle question sur INS. Là, le moment où on a évoqué INS dans cette séquence Mon espace santé, c'est pour dire que c'était ce qui va composer l'adresse de l'usager. Donc, le numéro INS, vous en avez besoin parce qu'au moment où vous allez initier l'échange avec l'usager, vous allez être dans votre propre logiciel. Et votre logiciel a juste besoin de récupérer cet INS pour envoyer le mail, on va dire, à l'usager. En fait, cet INS ne vous sert pas pour accéder à l'espace santé de l'usager, en fait. Pour répondre à l'une des questions qui vient d'arriver. Très bien. Alors, je vois qu'il est 17h15. Bon, on peut prendre encore quelques questions. Il y avait une question sur les applications bien-être. Est-ce qu'on a défini exactement ce qu'on entendait par une application bien-être dans le cadre de Mon espace santé? C'est une bonne question. Comme ça, je ne sais pas ce que je peux faire. Je vous mets ça, j'essaie de le sélectionner. Je vous mets ça vous parlera peut-être. Je ne vais pas y arriver. Si, peut-être. Plus qu'à moi. Je vous mets, si vous voulez, je vous mets dans le chat la liste des candidats retenus. Comme ça, vous verrez un peu déjà le spectre qui va être étudié. Et ça vous donnera à tous une idée un peu plus détaillée. Du coup, ça fait une liste un peu à la Prévert. Voilà, là, je vous ai mis les 30. Normalement, si je n'ai pas fait de bêtises. Oui, c'est bon. Ok, alors je vous propose juste qu'on passe à la séquence 4. S'il nous reste un peu de temps, on prendra encore des questions. C'est juste voilà, pour vous partager l'ensemble. Et puis après, on prend les dernières questions. Donc, comme on vous l'a dit, c'est une réussite collective et du coup, on a vraiment besoin de tous. Il y a une concertation qui est ouverte pour recueillir vos avis au travers donc de l'adresse ici, donc réussirmonespacesanté.fr. À cette adresse, vous pouvez nous écrire pour qu'on vous envoie tous les éléments de communication qui sont à notre disposition pour vous permettre à vous aussi sur vos territoires, dans vos structures, d'organiser des événements, des animations pour faire la promotion de Mon espace santé. Et puis, une adresse, donc ici en bas, là, Tour de France sondage, à laquelle vous pouvez aller pour là vraiment participer encore plus concrètement, donner votre avis, partager vos questions, vos interrogations, ce que vous pensez trouver dans Mon espace santé, ce que vous ne voulez pas trouver dans Mon espace santé. Enfin, vraiment, vous avez le champ libre et encore une fois, c'est vraiment tout l'objet de ce Tour de France, réussir ensemble Mon espace santé. Voilà, du coup, je regarde si on a quelques questions. Non, je pense vraiment pas que le catalogue d'applications ce soit un recrutement publicitaire. Et encore une fois, il faut bien commencer par quelque chose. Et c'est vraiment l'idée de construire le processus de référencement. Il y a pas de raison de s'inquiéter. Voilà, moi je suis pas de positivisme à l'excès, mais je pense que vraiment ça va dans le bon sens. Il faut qu'on commence avec un certain panel et puis ensuite, encore une fois, ça va être ouvert. Ce n'est qu'un panel et ça ne veut pas dire que ça sera le panel unique. In fine, encore une fois, ça sera pleinement évolutif. Donc, là, c'est les 30 candidats retenus dans le cadre de l'appel à projet et ça a été rendu le 17 février 2021, donc par un communiqué de presse du Sésame Vital. Voilà, effectivement, c'est pas en lien avec l'appel à manifestation d'intérêt qu'on a évoqué un peu plus tôt dans la présentation sur la stratégie d'accélération santé numérique. C'est deux processus distincts.
Parfait. Alors, il nous reste encore 1 ou 2 petites minutes si jamais vous avez des questions. Alors, non, alors du coup, oui et non, alors, je dirais que Sabine, pour vous répondre, côté établissements sociaux et médico-sociaux, évidemment, plusieurs niveaux de réponse. D'abord, évidemment, vous avez dû prendre connaissance et vous participez peut-être aux appels dans le cadre du programme ESMS numérique, plus largement le Ségur, et on en a parlé, le parcours dans le médico-social, avec les travaux qui sont en cours pour justement sortir les dossiers de spécification qui vont impacter le secteur du médico-social et du social. À ce titre, évidemment, il va être demandé à ces établissements, notamment de mettre en place les services socles prioritaires. On en a parlé avec l'INS, avec MS Santé, avec le DMP, d'être conforme à la doctrine technique du numérique en santé. Et là, je dirais qu'en effet, il faut vous rapprocher des éditeurs de vos structures pour voir quel est leur niveau de conformité, où ils en sont justement de la mise en place de ce qui est attendu et exigé, notamment au travers du Ségur et de la doctrine. Écoutez, il nous reste à vous remercier de votre participation. N'hésitez pas encore une fois je reviens un peu en arrière, à participer à la concertation et également à nous écrire sur réussirmonespacesanté.fr pour pouvoir récupérer l'ensemble des éléments. Merci à tous et très bonne fin de journée. À bientôt. À bientôt. Merci à tous.